Salut à toutes et à tous, salut Clément. Salut Jean, de retour. De retour pour, ça fait quoi, 9h maintenant? Ça fait 9h, comment tu vas? Je commence à fatiguer, mais je suis très content de cette émission. 9h qu'on est ici dans la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris à parler de climat avec des invités de grande qualité, avec vous surtout, en direct sur Internet. On espère que vous allez bien et que cette émission vous plaît. Exactement. Et pour conclure cette journée, puisque dans un peu moins d'une heure maintenant, on va passer au grand concours d'éloquence. On arrive dans notre dernier temps centré sur le fond, sur le débat, en l'occurrence sur un entretien. On a la chance et l'honneur de recevoir Anne Hidalgo, maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous accueillir merci ici. Merci de nous accueillir. On est chez vous. On est chez les Parisiens, voilà. Et donc, je suis ravie de vous accueillir. Et même si ça fait 9 heures, vous avez l'air très frais quand même. Quoi. Très gentil. Voilà. On est bien maquillés, il faut le dire. Très bien. Alors, on a moult questions qu'on voulait aborder avec vous. On cite beaucoup Paris comme un exemple en termes d'écologie. On cite aussi beaucoup Paris comme une ville où l'écologie pose potentiellement des problèmes, ce qui est normal. L'action publique ne va pas s'en poser des questions. Et donc, on est ravis de pouvoir en discuter avec vous. C'est quoi une ville comme Paris? C'est 2 millions d'habitants au cœur d'une métropole qui fait 12 7 millions d'habitants. 7 millions. C'est 2 200 000 habitants. Ouais. La ville la plus dense d'Europe, avec une moyenne de 20 000 habitants au kilomètre carré, avec des arrondissements, par exemple le 11e, qui sont à 40 000 habitants au kilomètre carré. Donc une ville extrêmement dense, au milieu d'une métropole de 7 millions. Et tout ça, ça génère énormément de gaz à effet de serre. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, c'est quoi le rôle d'une ville comme Paris dans la lutte contre le réchauffement climatique? Je pense qu'on a tous pris conscience, il y a maintenant quand même de nombreuses années, et ça s'est affirmé aussi avec tout ce débat qu'il y a eu autour de l'accord de Paris sur le rôle des villes. Nous sommes les grandes villes du monde, les lieux d'où sortent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. On est très émetteurs de ces gaz à effet de serre, de pollution, et donc nous sommes des lieux qui doivent porter des solutions et travailler justement à la limitation de ces productions de gaz à effet de serre, mais aussi des pollutions. Et en fait, l'intervention des grandes villes du monde, elle a un impact assez direct. Je préside un groupe de maires, 98 maires des plus grandes villes du monde, qui s'appelle le C40. Si toutes les villes, ce que nous sommes en train de faire, s'engagent à réduire justement cette production de gaz à effet de serre par des actions très très concrètes, eh bien nous pesons quand même pour environ 40% dans les solutions et l'accélération des solutions que nous pouvons proposer. Donc le rôle des villes est à la fois un rôle de réparation parce que nous émettons beaucoup de pollution et de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un rôle d'innovation parce que justement dans les villes, il y a aussi toutes ces populations créatives qui nous permettent de trouver des solutions nouvelles et ensuite de pouvoir les diffuser. Donc le rôle des villes est très très important. Aujourd'hui, on est dans un moment où les négociations climatiques sont bloquées. Et j'emploie le mot bloqué qui est sans doute un euphémisme. C'est-à-dire qu'on voit que l'accord de Paris était un bel accord. Et en même temps, c'était un accord qui était non contraignant et qui était même sans doute non suffisant. Et aujourd'hui, on peut se demander si l'accord existe encore avec le retrait des États-Unis. On voit difficilement une issue aujourd'hui aux négociations internationales. Au fond, est-ce que vous pensez que l'avenir de l'écologie passe justement par les territoires et notamment par les villes? Est-ce que pour vous, c'est le bon levier d'action? C'est le bon levier d'action et puis c'est un bon levier aussi pour l'imagination, pour imaginer les solutions. Quand la COP de Paris s'est organisée, j'avais proposé ici à 1000 maires du monde entier de venir et qu'on porte ensemble nos solutions. Michael Bloomberg, ancien maire de New York, nous a accompagnés dans cette aventure. Nous sommes allés d'ailleurs symboliquement porter ces solutions au Bourget avant évidemment la signature, la conclusion de l'accord. Bien sûr que ça passe par les villes. Je pense que l'accord de Paris, il n'était pas contraignant. Aujourd'hui, on parle de justice climatique. Il y a plusieurs mouvements qui, à l'échelle internationale, essayent de trouver le bon levier pour justement protéger nos communs et être au bon niveau. Le niveau international, c'est une évidence.
Le niveau des États est aussi évidemment très important puisque c'est à cet endroit-là que se décident les politiques fiscales, les politiques économiques, les politiques industrielles et les politiques sociales. Mais le rôle des villes et notamment des grandes villes est crucial parce que c'est là qu'émergent les solutions concrètes. Donc pour moi aujourd'hui, dans cette course contre la montre dans laquelle nous sommes tous engagés pour justement freiner l'élévation des températures, faire diminuer la pollution, sauver voilà, notre environnement et l'humanité qui va avec, les villes jouent un rôle essentiel parce qu'elles sont une très bonne échelle. Une bonne échelle de gouvernance, parce que pour toutes ces solutions, ça ne peut pas se faire sans les gens, sans les citoyens. Et donc, il faut qu'il y ait une capacité à décider ensemble avec le plus grand nombre possible. Et les villes sont la bonne échelle de gouvernance parce qu'elles sont à une échelle très humaine. Et donc, et parce que c'est la bonne échelle de gouvernance et parce que c'est le bon endroit pour mettre en œuvre des solutions concrètes, les villes sont un acteur incontournable. D'ailleurs, je finis là-dessus, les grandes organisations internationales ne se trompent pas là-dessus. Elles nous ont demandé de travailler. Je travaille avec l'ONU, je travaille avec l'OCDE, je travaille avec la plupart des grandes organisations internationales et des institutions internationales parce qu'elles viennent chercher justement cette capacité d'action. Voilà, il faut parler, mais il faut surtout agir. Alors, si les villes sont le bon échelon d'action, très bien, mais en ont-elles les moyens politiques? Parce qu'une ville comme Paris, c'est vous, Madame la maire, mais c'est aussi un État qui a aussi sa responsabilité, c'est aussi une métropole, c'est aussi une région, c'est aussi, même si on descend un arrondissement, des quartiers, des habitants. Est-ce que tout ça peut réussir à fonctionner ensemble? Ça devrait. Puisqu'on est quand même engagé sur un combat commun. Je vais vous prendre un exemple d'abord hors de France. Les États-Unis, vous l'avez dit, le président des États-Unis s'est retiré de l'accord de Paris, mais les villes, les grandes villes, notamment celles qui sont dans le C40 mais au-delà, ont créé une coalition avec aussi un certain nombre de grandes compagnies, d'entreprises qui ont un impact direct sur les questions environnementales et des citoyens, des ONG, pour créer un mouvement qui compense. Alors on ne compense pas complètement, évidemment, la sortie d'un État de l'accord de Paris, mais clairement, ce que sont en train de faire New York, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, Chicago et bien d'autres villes, apporte quand même une réponse et montre que quand il y a une défaillance des États, les villes sont là. C'est le cas des États-Unis. Sur un pays comme le nôtre, notre difficulté majeure, c'est que nous sommes encore trop centralisés. Moi, j'appelle vraiment de mes voeux un nouvel acte de décentralisation qui donne beaucoup plus aux maires la capacité à pouvoir décider. Vous savez, par rapport à l'État, par exemple, c'est ça que vous voulez dire? Par rapport à l'État. L'État doit poser les cadres de financement public, les cadres juridiques, les cadres qui sont aussi la stratégie dans laquelle un pays comme le nôtre s'engage. Mais les villes sont l'endroit où on agit. Et c'est vrai que je prends un exemple sur la mobilité, par exemple, qui joue un rôle très important. Bien sûr. Voilà, et vous n'avez pas les coups des franches sur la mobilité? Je n'ai pas du tout les coups des franches sur la mobilité, puisque sur la mobilité, la région est en compétence, l'État est en compétence. La maire de Paris ou même le président de la métropole du Grand Paris, parce que je pense que pour le coup, ça devrait être une compétence donnée à la métropole du Grand Paris, pas simplement au maire de Paris, n'a pas les coups des franches. Or, aujourd'hui, on est confronté à cette nécessité de lutter contre la pollution, donc trouver des solutions de mobilité nouvelles. Et puis, il y a des solutions qui arrivent, mais qui sont un peu débridées. Je pense évidemment aux trottinettes qui arrivent comme ça, le free floating. Et là, la maire que je suis n'a pas les moyens de réguler. Je dois passer par l'État, demander une loi, je l'ai fait il y a 1 an, j'attends, elle va venir, donc je ne m'impatiente pas, mais... Quand bien même vous le voudriez, si je vous ne pouvez pas agir. Oui, si je pouvais, par exemple, la maire de San Francisco,
Elle, quand elle a vu arriver, il y a plus de 6 mois, enfin 6 mois avant nous, donc 1 an et demi, les trottinettes électriques, elle a pu d'abord les interdire pour ensuite engager une discussion avec les opérateurs et ensuite les autoriser sous certaines conditions. Juridiquement, je n'ai pas ces compétences-là. Je pense qu'on gagnerait beaucoup en efficacité si on était plus décentralisé. Alors, il y a une deuxième question qu'on voulait aborder avec vous, Anne Hidalgo, c'est la question de l'articulation entre la question écologique et la question sociale. C'est devenu un élément clé du débat parce qu'il y a eu le grand débat national organisé par le président de la République. L'un des résultats un peu surprise de ce grand débat national, c'était que les questions écologiques y ont eu une large part. Les citoyens se sentaient concernés par ces questions et on l'a vu notamment dans les résultats des élections européennes. Et en même temps, ce grand débat national avait pour origine la crise des Gilets jaunes, qui a une origine sociale, avec les citoyens qui demandaient plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat, et ça s'est articulé autour d'une question écologique, la taxation carbone du carburant. À Paris, cette articulation entre écologie et justice sociale se pose sur certaines questions qui reviennent souvent. Vous menez une politique ambitieuse pour interdire progressivement, enfin déjà pour diminuer progressivement le nombre de véhicules roulant dans Paris, et puis pour interdire d'ici à 2030, si j'ai bonne mémoire, les véhicules à essence, Thermique, oui. les véhicules thermiques. Et en même temps, alors on voit bien comment est-ce que c'est une grande mesure écologique. Et en même temps, qu'est-ce que vous répondez aux Parisiens qui vont avoir besoin d'une voiture pour se déplacer, pour leur travail, et qui ne pourront pas, éventuellement, parce que ça coûte trop cher, réinvestir dans un véhicule électrique ? D'abord, vous avez raison, la question sociale, elle doit être pensée. Et aujourd'hui, ça fait partie de ces choses qui ne sont pas suffisamment pensées. D'abord à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Ça me frappe beaucoup. Les questions d'écologie sont devenues vraiment des sujets sur lesquels je crois que peu de gens considèrent qu'il n'y a pas urgence et qu'il n'y aurait pas d'action très déterminée à mener. Mais la question de comment on passe d'un modèle qui a été le modèle fondé sur les énergies fossiles, sur une consommation vraiment extrêmement forte, avec une mesure de la croissance de notre économie qui ne se fait qu'à partir de la consommation la plus forte possible de biens qu'ensuite, qui viennent ensuite abîmer aussi notre planète. Comment on passe de ce modèle-là à un modèle dans lequel l'écologie doit se conjuguer avec l'économie. L'écologie ne peut pas être l'ennemi de l'économie, parce que sinon, ça pose un problème, et y compris un problème de nature sociale. Donc, comment on pense les transitions, la transition, et comment on pense cette transition dans l'urgence. Parce que c'est pas penser le temps long de la transition, c'est penser le temps très court d'une action qui doit contribuer à réduire les gaz à effet de serre, à limiter la température et à limiter les pollutions. Et bien sûr que la question sociale, elle se pose. Et aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Paris, sur les questions de mobilité, ça fait des années on travaille à la diminution de la place de la voiture individuelle. D'ailleurs, les Parisiens sont passés de 60% des Parisiens avec une voiture individuelle en 2001 à 35% à peu près aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a vraiment ce mouvement. On a la chance d'avoir un réseau de transport, on a la chance d'avoir pu mettre en place aussi des mobilités alternatives et de les accompagner financièrement. Plus de 40 aides individuels à des professionnels ou aux citoyens parisiens pour pouvoir les accompagner dans leur changement de modèle en ce qui concerne leur mobilité. Donc nous mettons en place ces aides-là parce qu'effectivement on ne peut pas opposer les deux. Mais il y a un autre domaine où ça s'oppose aussi. C'est par exemple la question de la place du logement et du logement social. Vous le savez, pour que la ville soit équilibrée, que ce soit une ville qui attire, qui vive bien, il faut qu'il y ait une mixité de population. Or, des grandes villes, comme Paris, New York, comme toutes ces grandes villes, sont des villes où des processus de gentrification sont à l'œuvre. Et la seule façon de les combattre, c'est vraiment d'avoir des politiques publiques très puissantes en matière de proposition de logement à des prix abordables, c'est-à-dire de logement social. Et parfois, on est confronté à cette difficulté
Je l'ai vu sur quelques dossiers récents Vous à avez Paris. été régulièrement accusé de bétonner Paris Oui. pour construire des logements sociaux. Et on Oui. voit bien qu'effectivement, en Bien termes sûr. de politique d'investissement dans le logement social, il y a beaucoup qui a été fait ces Oui. 5 dernières années. Et comment on fait alors pour, d'un côté, construire des logements sociaux, et vous avez raison, c'est crucial, et en même temps garder une ville aérée et conserver les espaces verts qui sont essentiels à D'abord, je pense Paris. qu'il faut aller vers beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces de pleine terre, pas simplement ce qu'on a fait et qui est très bien, les toitures végétalisées, les jardins sur les toits, sur les murs, mais il faut vraiment retrouver de la pleine terre aussi pour lutter contre l'élévation des températures, adapter la ville au changement climatique. On va avoir un pic, une canicule là dans les heures qui viennent, et évidemment qu'il faut aller vers cela. Mais par exemple, sur des dossiers un peu difficiles, où dans ma majorité, il y avait des oppositions entre justement ces deux contraintes, ces deux objectifs, faire du logement ou faire de l'espace vert, j'ai proposé que l'on aille plutôt sur du dialogue. Il faut en plus embarquer les citoyens avec nous dans ce dialogue-là, parce que ce que j'ai dit à mon équipe, on ne peut pas s'affronter sur un sujet comme celui-là, de façon caricaturale, en opposant le social et l'écologie. Il faut trouver ces solutions. Elles se trouvent, elles se trouvent concrètement. Mais ça veut dire qu'il faut aussi accepter qu'une part de notre budget, une part considérable de notre budget, aille justement vers le logement qui permet, si on a les personnes qui travaillent pour la ville, dans le secteur privé ou public, mais qui vivent dans la ville, c'est aussi toute cette mobilité pendulaire qui vient engorger le réseau autoroutier d'Île-de-France et la ville, qui vont baisser, parce que si les gens habitent plus proche de leur lieu de travail, eh bien, c'est aussi toutes ces mobilités pendulaires que l'on peut supprimer. Moi, il y a une question que je voulais vous poser sur la question de la temporalité et du tempo, parce que les changements climatiques impliquent des décisions radicales, des changements de comportement, des changements de modèle. On l'a dit tout au long de cette journée dans cette émission. Mais tout ça prend beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup de temps pour faire le tramway. Il va falloir beaucoup de temps pour faire le Grand Paris Express. Il a fallu beaucoup de temps pour creuser le métro. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver dans le peu de temps qui nous est imparti? Vous parliez de 60% à 35% de réduction, donc du coup de nombre de Parisiens qui ont une voiture. Très bien, ça a pris 15 ans. Il va falloir aller encore plus loin, encore Bien plus sûr. vite. C'est là où je pense elle est assez que vite. justement la décentralisation pourrait aider, c'est-à-dire donner beaucoup plus de capacité d'agir aux maires, aux élus locaux, permettra d'accélérer ce temps-là. Inventer de nouvelles procédures qui permettent justement de ne pas s'empêtrer dans des délais tellement longs que finalement on n'est pas au rendez-vous de l'urgence écologique. Donc je pense qu'on peut vraiment y arriver. En tous les cas, je suis d'un optimisme de l'action, ou que me donne justement cette capacité d'action. Je pense qu'on peut y arriver, mais vous avez raison, c'est vraiment cette question du temps. Aujourd'hui, c'est l'urgence. Regardez, un sujet, je suis tellement contente que le tribunal, et notamment la Cour d'appel administrative de Paris, nous ait donné raison sur les voies sur berge. Mais quand on a décidé, avec mon équipe, c'était un sujet débattu pendant les élections municipales de 2014, avec 2 projets d'ailleurs. Mon opposante principale avait un autre projet. Les Parisiens ont voté et ce projet avait fait l'objet vraiment de beaucoup de débats. Ensuite, on est revenu ici au Conseil de Paris. Et évidemment qu'on respecte les procédures et le droit et la discussion et les concertations. Et on a engagé ces discussions, ces procédures, ces concertations avec des votes. Et évidemment, puisque rien ne peut se décider sans des votes, notamment du conseil municipal. Il a fallu de 2014 à fin 2016 pour que je puisse commencer à mettre en œuvre cette décision-là. C'était assez rapide, c'est vrai, c'était assez rapide. Mais j'étais convaincue que si on n'allait pas à, je dirais, un rythme assez soutenu, on ne le ferait pas, parce que très vite, vous avez vu le lobby du diesel, vous avez vu quand même tous ces éditorialistes qui pendant des mois et des mois et des mois ont expliqué que je ne respectais pas le droit, que je passais en force, que ceci, que cela.
Ils auraient pu expliquer la réalité des choses. La réalité, c'est la pollution. La réalité, c'est un projet politique légitime, démocratiquement. La réalité, c'était des procédures avec des votes en Conseil de Paris, une enquête publique, des rencontres avec les maires, etc. Mais évidemment que si la question qui était posée, c'est il faut attendre que 100% des acteurs soient d'accord pour pouvoir avancer. Vous dites que c'est que chacune des décisions est un combat et que chacune des décisions est un combat, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que cette décision, donc, elle a été prise, elle a commencé à vraiment se traduire en actes en 2016, 2017. Nous sommes en 2019. La justice, aujourd'hui, me donne raison sur toute la procédure et la méthode que j'ai suivie. Finalement, on peut se dire, c'est pas si long que ça pour une décision aussi radicale. Parce qu'il s'agissait quand même de supprimer une autorité urbaine au cœur de la ville. Et en fait, cette question de la temporalité, alors les voies sur berge, effectivement, c'est un dossier qui est invraisemblable. Parce que là, on a un conflit entre la légitimité démocratique, qui est une légitimité forte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un débat municipal, les citoyens, les habitants parisiens tranchent, et derrière, ça a été remis pendant des années et des années, jusqu'à effectivement la semaine dernière, devant les tribunaux. Mais ça pose en creux une question effectivement cruciale, qui est l'articulation, comme le disait Jean, entre la temporalité rapide et ce dont vous parliez un peu plus tôt, qui est la volonté d'associer les citoyens dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on fait coexister cela? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait coexister, d'une part, des décisions qui doivent être efficaces, rapides, parce qu'on est dans l'urgence, et d'autre part, un besoin qui s'exprime de plus en plus, qui est de plus en plus clair, de participation des citoyens, d'association des citoyens à l'élaboration des décisions. Comment on fait cohabiter ces deux nécessités? En fait, je pense que la participation des citoyens aide à aller plus vite. Elle ne ralentit pas, je pense qu'elle l'aide à aller plus vite parce que justement quand vous êtes confronté à des lobbies, quand vous êtes confronté à des porte-paroles très conservateurs quand même, d'un modèle basé sur les énergies fossiles, la parole des citoyens, l'action des citoyens, la volonté des citoyens qui s'exprime à travers toutes ces participations, finalement, elle remet les choses à égalité, ou en tous les cas, elle remet les choses un peu à l'endroit. Parce qu'il y a des gens qui s'arrogent un pouvoir de la parole là où ils sont, parce qu'ils peuvent parler là où ils sont, et qui sont sur un registre qui est un registre visant à freiner ce mouvement, cette transition, parce qu'ils sont attachés au modèle ancien des énergies fossiles, de la consommation débridée, etc., etc., parce que c'est comme ça, ou parce qu'ils défendent des intérêts, ou ils servent des intérêts. Quand vous donnez la parole aux citoyens et quand vous impliquez les citoyens, ça change, parce que finalement, toutes ces paroles citoyennes à qui on ne donne pas forcément la parole, eh bien, elles la prennent. Et moi, ce que j'ai vu de façon très impressionnante, quand Célia Bloel a porté le plan climat, air, énergie de Paris, on s'est dit... Je voulais vraiment que les Parisiens, au-delà du vote ici au Conseil de Paris, puissent eux-mêmes s'approprier. Il y avait quand même des décisions très fortes qu'on avait votées ici. La fin du diesel en 2024 et la fin des moteurs thermiques en 2030. Moi, je me suis dit, ces deux décisions-là, je veux les faire valider par les citoyens directement. Et on a lancé une votation citoyenne. Et on a eu un résultat extraordinaire, puisque je crois que ça devait être de l'ordre de 95% des Parisiens, et il y avait quelques grands Parisiens aussi, qui ont voté ces mesures-là. Et puis, j'avais posé une question supplémentaire qui était « Accepteriez-vous d'être des volontaires du climat ?» De vous former, de vous engager. On a eu 15 000 réponses, 15 000 Parisiens qui ont répondu qu'ils souhaitaient pouvoir se former, continuer à être finalement des ambassadeurs, des volontaires du climat dans leur vie personnelle. On a des familles qui sont en train de travailler sur comment devenir une famille zéro déchet, et donc avec l'Agence parisienne du climat qui les accompagne. On a des gens qui se sont fait accompagner sur le changement de mobilité. Il y a des gens qui font du compost, et on a mis en place ces composts qu'on peut faire aussi sur son balcon, sur sa fenêtre. Donc on a vraiment cette énergie-là qui
de mon point de vue, permet justement une accélération. Donc je ne vois pas la participation citoyenne comme quelque chose qui freine. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller plus loin, parce que j'ai vu aussi tous les mouvements de jeunesse. C'est ce que j'allais vous dire. Ici à Paris, des jeunes ont manifesté massivement pour le climat, chose très très rare. Ils ne manifestaient pas contre un projet de loi, quelque chose, mais manifestaient pour un changement radical sur le climat. Ça vous a interpellé, ça, en tant que maire de Paris? Bien sûr, parce que d'abord, c'est formidable de voir des très jeunes s'engager de cette façon-là pour cette cause, et puis dire aux adultes, c'est notre vie que vous êtes en train de préempter. Et j'ai proposé, nous sommes en train d'y travailler, je vais proposer au Conseil de Paris que l'on puisse voter pour la création d'une académie du climat. C'est quoi ça, Cette académie sera une école proposée à tous les jeunes à partir de 11 ans, à partir du collège et jusqu'aux étudiants, jusqu'à 25 ans. Ils pourront venir se former dans un lieu qui sera un lieu central de Paris. Ils pourront venir se former aux questions relatives au climat. Toutes les semaines, après les cours, évidemment, un peu sur le modèle d'une école sur le numérique que j'ai créée qui s'appelle le TUMO, qui est au Forum des Halles. Donc c'est 2 heures, 4 heures par semaine selon les parcours que voudront faire ces jeunes. Se former avec des conférenciers, avec des scientifiques aussi qui viendront apporter leurs connaissances, et se former également aux solutions, parce que cette génération qui nous interpelle, c'est elle qui va prendre les choses en main dans les années qui viennent, et il faut qu'on l'accompagne et qu'on lui donne aussi les moyens de pouvoir agir. Alors, Anne Hidalgo, ce matin, en ouvrant le Climarathon à votre place, on recevait Étienne Klein, le physicien, philosophe des sciences, et on parlait d'avenir avec lui. Et on faisait le constat ensemble que la parole politique, finalement, parle de moins en moins d'avenir, que les responsables politiques nous expliquent comment ils vont résoudre les problèmes du présent. Éventuellement, nous vantent un passé fantasmé, mais nous parlent assez peu du monde qu'ils veulent construire, du projet de société, de la vision même de la société qu'ils ont pour demain. Et c'est la question qu'on voulait vous poser à vous. Quelle est finalement votre vision pour Paris demain? Le Paris de 2040, par exemple, celui dans lequel vous aimeriez vivre ou vous aimeriez que vos enfants vivent. À quoi il ressemble? D'abord, c'est un Paris qui est beaucoup plus végétal que minéral. Donc ça veut dire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, sortir de cette minéralité, retrouver des espaces de pleine terre, avoir vraiment la nature. On a vraiment commencé à le faire, mais une nature très présente. Quand j'ai proposé notamment plusieurs projets dans lesquels, notamment des forêts urbaines, on en aura une sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à la place de l'Opéra, à l'arrière de l'Opéra Garnier, également sur la gare de Lyon, on va avoir des forêts végétales et plein d'autres endroits, les berges de Seine aussi, il y a une file, une bande qui peut être retrouvée et reproposée en pleine terre, mais aussi dans beaucoup d'endroits. Donc, plus végétal que minéral, en respectant le patrimoine qui est le nôtre. Une ville dans laquelle la mobilité n'est plus du tout une mobilité avec des véhicules individuels, mais c'est vraiment de la mobilité partagée, de la mobilité douce, la marche à pied, le vélo évidemment, et c'est ce qu'on est en train de faire avec ces pistes cyclables partout. Parfois on me dit c'est quand même osé de faire ce que vous êtes en train de faire sur la rue de Rivoli. Oui, c'est osé, mais voilà, ça prépare ce monde qui arrive, et c'est parce qu'on a une vision de l'avenir qu'on est en train de proposer ces pistes cyclables. Et puis c'est une ville très mixte. Pour moi, Paris doit rester une ville très très mixte. C'est là aussi la réflexion écologique, la réflexion sur l'attractivité de la ville et la réflexion sur la solidarité doivent absolument se rejoindre. C'est une ville dans laquelle il y a des catégories sociales très différentes. Ce n'est pas juste la ville de ceux qui pourraient se la payer parce que les prix de l'immobilier sont extrêmement élevés. C'est vraiment une ville qui permet
à des catégories populaires, à des classes moyennes de pouvoir y vivre. Et puis c'est une ville qui assure aussi sa fonction de ville-refuge vis-à-vis de celles et ceux qui viennent de très loin, parce que là où ils sont, il y a du changement climatique, il y a la guerre, la misère ou le terrorisme. Je ne sais pas dans quel ordre vous mettez ça, mais de toute façon, ça produit toujours un cocktail terrible qui fait que des personnes sont obligées de se déraciner. Et donc, notre fonction de ville-refuge, dans cette ville que j'imagine dans 30 ans, 40 ans, elle est là aussi. Parce que, permettez-moi peut-être de finir là-dessus, mais Paris est une ville qui a un statut très particulier. C'est une ville qui est impressionnante, dans la mesure où on ne sait pas trop pourquoi. Elle a été quand même la ville qui a permis à tous ces accords, tous ces grands traités sur les droits humains, la déclaration de 48, mais aussi l'accord de Paris, d'être conclu. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est un endroit sûrement de grande liberté intellectuelle. C'est un endroit où les Parisiens, ils aiment aussi mélanger toutes les influences, qu'elles soient philosophiques, religieuses, qu'elles soient culturelles, artistiques, mélanger toutes ces influences, et ça donne quelque chose de très particulier à cette ville. Et cette ville, dans le moment où nous sommes, a un rôle aussi très particulier dans sa façon de penser la transition écologique, mais d'un point de vue aussi qui préserve et qui pense les droits humains. J'ai toujours dit, l'écologie, c'est un humanisme. C'est une nouvelle forme d'humanisme, mais c'est un humanisme. Et donc Paris a ce rôle très particulier, et je sens vraiment que les Parisiens sont prêts à ça. D'abord, ils aiment être aussi à l'avant-garde de ces mouvements, et ils sont en train d'inventer un modèle. Si on regarde sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où on est en train d'inventer ces modèles. Alors ça ne se fait pas toujours de façon facile, ça se fait parfois un peu dans la douleur, ça se fait forcément avec des crises et avec des débats ou des conflits, mais on est en train d'inventer un modèle d'une société qui cherche le moyen de vivre de façon apaisée, et évidemment en respectant la planète, et sans vouloir montrer d'exemple, mais en tous les cas en inventant ce monde qui vient. Eh bien, merci beaucoup, Merci Anne Hidalgo. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous pour le Climarathon qui continue avec un grand concours d'éloquence. À tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup.